Alors, chers amis, ici le philosophe jovialiste André Moreau, qui vous parle directement de Montréal. Alors, ici à Montréal, je vis dans une tour. C'est symbolique. Je vois les choses de haut. Et d'ailleurs, j'ai un livre qui s'intitule « À la verticale du monde ». Je veux ici citer un monsieur Adrien qui disait qu'il y avait une principauté à la verticale du monde qu'il appelait le land. Alors, ça m'a beaucoup frappé, ça, parce que j'ai l'impression que je suis en altitude et que je regarde les choses sub specie eternitatis, comme disait Spinoza. Alors, je suis philosophe. Mes principales collaboratrices et amies sont des femmes, et je crois que les hommes qui me fréquentent ont un gros potentiel féminin, c'est-à-dire une anima qui permet à leur sensibilité de mieux saisir mes propos. Vous savez que je suis un homme qui essaie de vivre sans préjugés. Et cependant, j'essaie de vivre dans la vérité. Cela m'amène à adopter un comportement comme si j'avais des préjugés. Par exemple, je n'ai pas d'amis riches. Et ceux qui me fréquentent sont très rarement des professionnels. Les gens que j'aime, par une inclination naturelle, sont des gens très simples. Et même, il est arrivé qu'une de mes compagnes me demande pourquoi je saluais quelqu'un sur la rue. Je lui disais que c'était un homme que j'appréciais beaucoup. Elle m'a dit, ça a l'air de rien du tout. Et oui, je dis, j'apprécie. Hein? Donc, vivre ainsi, c'est à la fois vivre en paix avec soi-même, mais c'est en même temps prêter le flanc à la critique. En effet, lorsque quelqu'un est trop naturel, trop spontané, qu'il se moque des censeurs, des moralistes, des gens sérieux, on a tendance à l'abaisser et à le juger. Mais ça ne me dérange pas. Pas du tout. Je me rappelle au comptoir du supermarché où je vais faire mes courses, les patrons font des économies sur le personnel, prétextant qu'il y a une pénurie de personnel, mais ce n'est pas vrai. Ils cherchent à les exploiter à la corde. Et je voyais à la caisse une femme que je connais bien, qui est sympathique, et elle avait le cœur dans la gorge tellement elle était stressée. Je lui ai dit, pourquoi n'opposes-tu pas aux exigences des patrons le calme et l'indifférence souriante? Mais elle dit, regardez les yeux des gens qui attendent derrière vous et qui me regardent avec haine. J'ai dit, moi, je suis habitué de me faire regarder et ça me fait pas mal. Tu devrais relaxer. Même si tu échappes volontairement ton crayon par terre et que tu prends 5 minutes avant de le trouver, juste pour les faire patienter encore. Elle m'a dit, ils vont faire des plaintes. Et je dis, est-ce que tu crois que ça va porter fruit? Alors qu'il y a vraiment une pénurie de main-d'œuvre.
Alors, moi, ces gens-là, je les aime. Je leur parle comme si c'était mes amis. Et comme mon périmètre ne va guère plus loin que 2 rues à l'ouest, 2 rues au nord, puis une rue à l'est, je peux dire que mon quartier est grand comme la main, mais j'y ai bâti mon domaine. Alors, un domaine, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est un lieu qui nous est propre et on en est comme le propriétaire. Un jour, à Londres, le prince Charles s'était assis sur un banc, je pense que c'était dans le Mall, auprès d'un homme âgé qui l'a reconnu. Ah, il dit, vous êtes le prince Charles? Il dit, oui. Puis il dit, le prince lui demande comment ça va. Ben, il dit, moi, ça va bien. Il dit, voyez-vous, là, je me sens propriétaire là, de tout l'espace que je peux voir avec mes yeux. Il dit, je suis donc riche d'un grand domaine et en plus, je ne paye pas de taxes. Le prince Charles a relaté cette réflexion à la presse en disant qu'il avait rencontré un homme libre. Ben moi, ces choses-là me frappent. Voyez-vous, je ne suis pas belliqueux, mais je suis tenace. J'ai rencontré dans ma jeunesse, dans le quartier où je vivais, les pires rebuts de l'humanité. Des repris de justice, des alcooliques qui battaient leurs femmes, il y avait à peu près des incendiaires, des voleurs, des gens qui n'hésitaient pas à s'attaquer à des vieillards pour les détrousser. Alors, j'ai appris à négocier avec le mal en souriant. Et j'ai été sûrement privilégié, puisque dans un quartier où les yeux crevés et les bras cassés étaient fréquents, je n'ai jamais eu de coup. Et j'ai toujours tiré mon épingle du jeu. Mais cela m'a amené à me dire, la plupart des gens ne sont pas des ennemis. J'aimerais ça en avoir, mais j'en ai pas. Madame Merzic, d'ailleurs, me l'avait confirmé. Elle me dit, Monsieur Moreau, vous aimeriez beaucoup avoir des ennemis, mais elle dit, j'ai beau consulter votre carte du ciel, je suis obligé de vous décevoir, vous n'en avez pas. Il n'y a qu'une forme de résistance à vos idées, qui peut durer 20 ans, 100 ans, on ne le sait pas. Elle dit, tout ce que je sais, c'est que vous avez 9 fois plus de chances de réussir à l'étranger qu'au Québec. Elle était suisse d'origine et bien entendu, elle avait comme une sympathie pour moi parce que mon père était belge. Et vous savez, il y a beaucoup de Québécois francophones dont le père est étranger. Je pense à mon ami Siegfried, un néo-nazi dont le père était allemand. Je pense à un autre ami, Angelo Di Genova, dont le père et la mère étaient italiens, mais lui, il est né ici. Il y a notre livreur qui s'appelle Yuri a des parents roumains. Alors, je dictais, j'ai repris ma dictée après-midi parce que, entre-temps, j'ai dû finir la correction, plutôt de transcrire les corrections qu'on avait faites à l'écran avec André
ma typographe. J'avais dû faire ce travail-là. Je l'ai terminé hier. Donc aujourd'hui, j'ai repris mes dictées régulières concernant mon nouvel essai. Scénario et stratégie intrique. Et je me suis aperçu, mes amis, que j'avais développé toute ma vie un art de vivre fondé sur la facilité et l'intelligence. Et à mon avis, le système de pensée le plus agréable au monde, c'est l'idéalisme. Et celui qui nous délivre de toutes les angoisses qu'on peut avoir, c'est l'immatérialisme. La matière n'existant pas, il est facile de considérer les pires choses qui peuvent se produire dans notre vie comme des représentations, qui ne sont guère que des images qui peuvent s'envoler au vent. Alors, ainsi, j'ai réussi à développer une façon d'être et de faire, en croyant, c'est assez curieux ça, que tout m'était dû. Ce n'est pas la mentalité de quelqu'un qui a choisi la philosophie d'habitude, puisque la philosophie, ça mène à la pauvreté. Comme je l'ai bien expliqué jeudi passé, quand j'ai présenté les rapports entre la pensée de Vico et le jovialisme. Et Vico, qui était un très grand érudit du début du 18e siècle, un anti-cartésien et un anti-aristotélicien, ça me ressemble beaucoup, ça, était un homme qui était complètement démuni. C'était un savant qui vivait très modestement, qui n'avait pratiquement pas de revenus. Il était entretenu par l'université à moindre frais et il ne pouvait pas se payer des funérailles, si bien qu'on a jeté son corps à sa mort dans la fosse commune, comme on a fait avec Mozart et Pic de la Mirandole. Rachmaninov aussi. Pardon? Bartók. Bartók, hein? Ouais. Bartók. Le compositeur Ah Bartók. oui, ah bon, Bartók. Lui aussi, oui. Ah oui, Ah. il y en a sûrement beaucoup. Rachmaninov. Bon, alors moi, j'ai pensé, pourquoi est-ce que les grands esprits sont acculés à vivre chichement? Puis je me suis dit, non, je vais remédier à ça. Et j'ai entrepris d'échanger ce que je pourrais appeler l'amour de la connaissance pour le charme. Je me suis dit, connaître, c'est avant tout charmer l'objet de connaissance pour qu'il aille dans notre sens. Alors, évidemment, j'ai passé ma vie à charmer mes lecteurs, à charmer mes auditeurs, à charmer le public à travers les médias, parce que ma carrière aurait pu être beaucoup plus courte qu'elle a été. Hein? Mais je me suis dit, en parlant mon langage habituel, qui est un langage à la fois complexe et savant, les gens ne me comprendront pas. Et comme ils vont penser que j'invente des mots, ils vont me trouver drôle. Alors, ils vont demander au directeur des programmes de me réinviter afin d'essayer de me comprendre. Mais ça leur a pris 30 ans. Et j'ai fait une carrière en restant incompris, au point qu'un journaliste peut dire, André Moreau,
est un grand incompris qui se comprend. Alors, ma vie a été une campagne de charme. Parce que je me disais, je veux vraiment me consacrer à la pensée. Ce fut pratiquement une faveur qu'on m'ait expulsé de toutes les maisons d'enseignement supérieur. Parce qu'enseigner, vous savez, c'est dur. C'est une quinzaine d'heures par semaine à parler à voix haute. C'est des examens à corriger. À l'université, c'est des mémoires et des thèses à diriger. Il y a des réunions pédagogiques, des réunions administratives et toutes sortes de tâches, d'obligations, comme d'assister à des congrès, etc. Si les professeurs d'université publient si peu, ben ils sont trop occupés. Hein? Ils remplissent des formulaires de subvention. C'est ça. Alors, moi, je considère comme une chance que j'ai eue d'être expulsé. Et ça m'a permis de trouver d'autres moyens de tirer mon épingle du jeu. À quelques reprises, j'ai failli quitter mon grand appartement de la Côte-Sainte-Catherine. Mais il y a toujours eu un concours de circonstances qui m'a tiré d'affaire. Il faut dire que je bénis depuis 1964. Alors, ce qui veut dire que j'ai passé 55 ans de ma vie à bénir. J'étais à Paris en 1964 à propos d'un de ces vieux autobus qui dataient d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, ça avançait lentement dans le trafic. Puis je me rappelle que la première chose que j'ai bénie, ça a été une poubelle. Après ça a été une vitrine, puis un arbre. Et après ça, une femme. Puis j'ai continué à bénir. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y avait pas de porte en arrière qui était... Et c'était, on appelait ça des autobus impériales. Il n'y avait pas de porte en arrière, il y avait une plateforme avec des barres. Alors, on courait après l'autobus, on agrippait la barre, puis là, on sautait sur la plateforme. On pourrait croire qu'il y avait un contrôleur à l'arrière, parce qu'il y avait le chauffeur en avant. Les passagers pouvaient entrer par en avant ou ils pouvaient entrer par l'arrière qui était ouvert. C'était des vieux moteurs, tout ça temps. Non, oui, puis ça n'allait pas vite du tout. À pied, on allait aussi vite que l'autobus. Oui, oui. Aujourd'hui, les gens ont tellement peur qu'on exigeait d'avoir un casque pour faire ça. Un casque de bicyclette. Mais c'est trop dangereux. Oui. Ouais. C'était une époque sympathique. Hein? Paris, à l'époque, surtout, j'ai connu les halles décrites par Zola, qui était un marché extérieur considérable, sous une armature en fer, ornée de verrières. C'était en art déco. Le vent passait dans ça. Hein? Et c'est ce que Zola a décrit dans son roman « Le ventre de Paris ». Et quand les fermiers, les éleveurs, avaient installé des montagnes de légumes, de viande, de poches de patates, des rivières de... comme il disait là-bas, des grappes-fruits, grapefruit. Et ils allaient tous au bordel, sur la rue Saint-Denis, et manger la soupe à l'oignon. Dès 4h30, 5h moins quart le matin, ils revenaient, et là, il y avait d'abord les soubrettes et les maîtres d'hôtel
qui passaient pour ravitailler soit des riches familles, soit des restaurants. Ensuite, c'était par, je dirais, par classe. Hein. La nuit, une fois qu'ils avaient défait toutes les caisses contenant les légumes, les fruits, les viandes, ils déposaient les caisses aux quatre coins des halles. Ça faisait des montagnes là, de 2 étages. Puis ils mettaient le feu à ça. Alors ça faisait comme 4 bûchers en plein air. Et sur Saint-Denis, moi, j'étais l'ami du père Arsène Richard, un père de Sainte-Croix, qui faisait sa thèse sur la fréquence des rapports sexuels des prostituées par jour. C'est un sujet très pointu. Alors, on s'installait. Ajoutais-tu la sienne? On s'installait. Lui, là, il avait fait du repérage. Hein. Il y avait des prostituées, il lui apportait de l'information. Lui, il se sacrifiait pour la cause. Ben oui. Absolument. Ben oui, C'est là. lui, il venait de l'université Saint-Joseph de Moncton. Puis, le soir, les petits pères se promenaient. Il y avait beaucoup de pères de l'université Saint-Joseph, qui est une université catholique. Ils se promenaient dans les rues de Paris en disant « C'est les saints, 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 c'est les Joe, 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 c'est les saints, c'est les Joe, c'est les Saint-Joseph! » Alors, lui, il étudiait donc la fréquence des prostituées. Et c'était incroyable. Dans les halls d'hôtels, c'est des hôtels étroits. Puis en hauteur, il y avait peut-être une trentaine d'hôtels, il y avait 40 femmes qui attendaient, en ligne, toutes écourtichées. Il y avait des jolies femmes parmi ces gens-là, puis ils prenaient des notes. Puis il y avait ses indicateurs qui venaient lui dire « Je n'ai fait 30 ce soir. » Hey, c'est Il y avait incroyable. des femmes, c'est ça, c'était 75 passes par jour. Ah, Oui, c'est incroyable. ça c'est du Ben, gros j'avais- boulot, Ça, ça. ça, Il y avait une prostituée qui se ça tenait doit au pas café. durer longtemps la passe là, tu sais, ça devait durer quelques minutes là. Puis, Il y avait une prostituée qui se tenait au carrefour Vadin, que tout le monde avait surnommé le carrefour Vagin, et qui m'avait comme adopté. Alors, elle me contait sa vie. Elle dit, vous êtes philosophe, vous avez une belle femme, vous ne serez probablement pas client, mais elle dit, j'aime votre capacité d'écoute. Elle dit, mon mari s'est fait tuer à la guerre de Corée. Et je me prostitue pour que mes 2 filles puissent aller chez les sœurs de Sainte-Croix, sur la rue c'est des souvenirs tellement lointains, hein? Une petite rue qui donnait sur la rue que j'habitais, la rue de la Grande Chaumière à Montparnasse, avant d'aller à Saint-Germain-des-Prés. Et la rue Notre-Dame-des-Champs. Et puis elle dit, moi, je travaille pour payer le pensionnat à mes filles, qui ignorent mon travail, et me mettre de l'argent de côté parce que j'ai une pension de veuve d'un soldat. Puis elle dit, j'ai encore 5 ans à travailler. Puis elle dit, je vais pouvoir me payer une agréable chaumière en Normandie. C'est une femme très bien. Et il pouvait faire 15 clients par jour. Mais tu faisais plus d'argent en faisant ça quand les femmes à cette époque-là, ils n'avaient pas le droit de travailler de toute manière. S'ils faisaient, ils faisaient pratiquement pas un sou, et ils envoyaient les enfants à l'âge de 10 ans à cette époque-là, puis même jusqu'en 1930, travailler pour des salaires de crève-faim. Oui. C'était ça aussi la France à cette époque-là. Bien, c'est que n'oubliez pas que quand je suis arrivé à Paris, la guerre était finie seulement depuis 19 ans. Et qu'il y avait encore des gens misérables à Paris. Hein. Alors, moi, selon mon habitude, j'ose avec tout le monde. Des perceurs de coffre-fort, des lépreux, des religieuses, des prostituées.
j'avais pas mais c'est ces gens-là qui venaient se confier à moi. Toi, tu n'avais pas d'accent. Oui, moi. Ben, l'accent que tu as présentement, c'est un accent assez neutre. Mais Oui, tu n'avais pas mais un accent québécois. quand je suis à quand Paris, t'étais à Paris. on me dit que j'ai un fort accent québécois. Ah oui? Et il roule ses airs. Oui. André roule ses Mais airs. ça, parce que c'est une. Parce qu'il était élevé, il était éduqué chez les frères. C'est ça. Ah, Non, oui. non, Les non, frères du non. Sacré-Cœur. Non. Ça roule les Non, airs, non, les non, non. curés, ça roule. Moi, C'est mon vrai, c'est ça. père était un anticlérical et ma mère une orpheline. Ma mère n'a jamais eu d'éducation religieuse et morale. Oui, mais toi, tu l'as eu. Et oui, mais avec des parents comme ça, j'étais prévenu contre les mauvaises influences. Mais les airs se sont infiltrés. Oui, oui, mais il faut dire Dans ton oreille. qu'il y Dans avait les airs. certainement des pédophiles à cette époque-là qui nous ont enseigné et j'ai appris que certains de mes confrères de classe avaient été sollicités au point que je me suis dit qu'est-ce que j'ai? Je ne suis pas sollicité. Je manque, je sais pas, de charisme ou quoi. Et moi, c'est que j'avais pas de préjugés contre ça. J'avais pas de préjugés. T'es pas attiré, ça.